Salut à tous, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et aujourd'hui on va vous présenter le 6e podcast, Imperium Podcast, et je suis en compagnie de Baptiste Salut. et de Robin. Salut à tous. Alors, avant de commencer ce podcast qui traitera de nos influences, on va faire la petite minute du début et on va parler, bien entendu, du sujet un peu chaud du moment, mais avec Game Workshops, ce sujet revient souvent, dira-t-on. C'est l'augmentation d'environ entre 6 et 10% de prix, donc annoncé il y a une petite semaine maintenant et qui rentre en vigueur la fin de semaine, il me semble, samedi. Bon, bah voilà, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Encore une augmentation de prix. Robin? Alors, ça me fait penser à un précédent podcast où on avait parlé sur les revendeurs, où ils avaient commencé à limiter les produits sur leurs revendeurs. Et on avait dit, ben, ça augure peut-être une augmentation de prix. Bon, ben voilà, on y est. Hein, comme quoi, Ah, on était... ouais, ouais. voilà. Ah, il faut qu'on fasse des prédictions. Ben, Hein, je trouve ça dommage, voilà. Je trouve ça, ben, enfin, c'est logique, mais en fonction de forcément de l'inflation, tous les prix augmentent partout. C'est logique qu'eux aussi augmentent avec forcément, il faut qu'ils acheminent tous leurs produits, les coûts de production, tout ça, Ouais. c'est compréhensible, mais c'est dommage, quoi. Voilà. C'est vrai que les Anglais, ils sont hyper pragmatiques sur tout ce qui est économie. Hein, c'est pratiquement eux qui ont inventé la banque, etc. Et donc, forcément, pour eux, s'il y a 10% d'inflation, il y a 10% d'augmentation de prix, quoi. C'est c'est mathématique, c'est clair. Et il n'y a pas d'aide de l'État, il y a pas de... Ils sont beaucoup moins, entre guillemets, communistes que nous, quoi. Baptiste, t'en penses quoi? Ah bah vu qu'on a l'augmentation des salaires qui va avec, il y a pas de problème quoi. Ah non, c'est vrai. Ah, il y a un côté cynique, là. J'ai reconnu, là. Non, non, mais puis bon, on aura toutes les boîtes qui finissaient par chiffre des unités à 7,50 qui vont passer du coup à 0 tout pile la barre du dessus. Ce sera Ouais. plus facile pour faire les calculs de tête quoi. Je suis content. Ah, en fait, c'est pour faciliter. Faut Donc. voir quoi de positif. Bon, après, il y a un point aussi, c'est que les boîtes de commencement, les boîtes de démarrage vont pas Ouais, les augmenter, a starters priori. augmentent pas. Je crois que j'ai regardé une vidéo d'Ace Miniature et il semblait dire le contraire et que la nouvelle boîte d'Astra Militarum a augmenté, il paraît. Je ne sais pas si c'est vrai ce que je dis peut-être une grosse connerie. Prenez avec deux Ouais, pincettes. mais elle a augmenté par rapport à l'ancienne. Alors, je ne sais pas de quel. Je retire ce que j'ai dit. Je ne sais pas. Je me renseignerai. Mais C'est Il me possible que semblait que les Lance. Startco restaient à 80 balles, quoi. en tout cas, Ouais. c'est ce qu'ils ont dit dans le communiqué. Ils ont Et, dit, ouais, alors ils ont dit les starters ne bougent pas. Après, qu'est-ce qu'ils mettent dans starter hein ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. ça se trouve, en fait, le prix va rester, mais il va manquer la moitié des figurines. Mais alors, du coup, ça veut dire que les boîtes de base, la boîte de base V9 était à combien? Était à 160, c'est ça? Euh, Quelque chose comme ça, ouais. Et donc, elle prend, en gros, elle passe à 172 ou 13, enfin 75, quoi. Parce que ça monte, Ben, du coup. je sais pas, c'est pas censé être. C'est considéré comme starter, ça, non? Ah, c'est pas clair, ouais. Ouais. Ah, moi, je pensais que c'était les combats patrol, en fait, mais dans les starters. Ouais. Dans starter, il y a start. Et genre, quand t'achètes la boîte de base, c'est pour commencer. Non Non, c'est rien. Ok. Ouais, je sais Ouais, c'est pas. bizarre. Je sais pas Je ce pense qu'ils pas. Moi, incluent je dans pense que starter. voilà, je suis même d'avis que Baptiste. Je pense que la boîte de base qui est à 145 euros, je crois, la boîte d'état-major, avec quelques décors et tout, et avec les règles, je pense que celle-là, elle va rester à 145. Mais après, 160? ça va être la boîte. Après non, 145. Et après, Ah ouais. la boîte V10, Ah bah, elle va ça se augmenter. trouve, ça va changer, C'est hein, une donc nouvelle ça va boîte. monter et ça. Donc en fait, Ah oui, ça non, mais c'est n'augmente sûr. pas Ouais. jusqu'à la V10, tu vois. Bon, ça fait 6 mois, on va dire. Pas Il mal. reste 4 mois, Nick. Bon, ok. Ouais, ouais, bah, c'est sûr. Bon, moi, de mon côté, j'en pense pas du bien, c'est sûr. Ça fait toujours chier d'avoir une augmentation de tarifs. Mais après, on a un vrai mouvement en ce moment. Déjà, on a un vrai mouvement de démondialisation, dira-t-on. C'est-à-dire qu'on a vraiment des pénuries de matières. On a des difficultés pour trouver des figurines, de la peinture, etc. Plus que pendant le Covid, je trouve d'ailleurs, soit dit en passant. Il y a énormément de trucs qui sont bloqués. Ben oui, mais pendant le Covid, l'essence coûtait pas autant. Ouais, Il y avait personne pour interrompre le transit des livraisons. Au contraire, elle était facilitée.
Donc, ouais, c'est sûr. Malgré le fait qu'ils aient des usines qui ont dû fermer à cause du confinement, tout ça, on a eu moins de difficultés d'acheminement pendant la période Covid qu'en ce moment. En ce Mais moment, ouais. après, toi, tu dis démondialisation, moi, je dirais plutôt pénurie tout court. Ouais, pénurie, ouais. Parce Oui, oui, qu'on non, c'est n'a sûr. pas, nous, il n'y a pas de production de figurines, sauf si tu as les moyens individuels de le faire ou autour de toi, ce qui est quand même assez rare. Mais sinon, bah, il y a tout simplement pas de figurines, pas de produits, quoi. S'il n'y a pas d'acheminement qui vient des autres pays ou des grosses boîtes, Alors, c'est juste pénurie, quoi. Game Workshop se fabrique sur le sol anglais, hein. Toute sa Oui, production. oui, Ouais. oui. Donc, mais pas nous, tu vois. Ah Donc, oui, non, non, nous, c'est c'est sûr. pas la démondialisation, c'est juste c'est la pénurie, quoi. Et du coup, bah ouais, l'augmentation du tarif, bah voilà, ça fait toujours un peu, ça commence à être pas mal cher là. C'est la première fois que je me dis, ah ouais, quand même. Mais c'est probablement dû plutôt pas forcément à l'augmentation du tarif, mais plutôt au fait que nos salaires bougent pas assez, quoi. Enfin vraiment. Non, mais Ah, c'est surtout voilà, ça, là, hein. là, on ressent bien l'inflation, Ah quoi. ouais, En ouais. fait, c'est pas les prix qui augmentent, c'est la monnaie qui baisse, ça vaut plus Ouais. rien, tu vois bien. Tu es dans une boulangerie, tu achètes ton sandwich 6 euros, c'est wow, Ouais, 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 c'est oh, clair. c'est bien, il y a au moins le pain quand même, ça fait plaisir. Ouais. Donc, ben voilà, en espérant que ce soit, bah, j'allais dire en espérant que ce soit la dernière d'une, mais bon, en fait, dans 6 mois, il réaugmente, quoi. Enfin, je veux dire, Oh, c'est fort possible. ouais, là, ça fait 10 ans que c'est comme ça, que tous les 6 mois ou tous les ans, on prend une augmentation. C'est clair que ça va devenir à terme compliqué, quoi. Mais ça touche aussi les autres. J'ai regardé un petit peu Star Wars Légion, Marvel Crisis Protocol. C'est tout aussi cher, hein. C'est juste qu'il y a peut-être moins de figurines. Peut-être que tu gagnes comme ça. Mais bon, du Hmm. coup, voilà. Bon, et ben on va passer maintenant au sujet de nos influences. Alors, passons au vif du sujet pour ce podcast, cet Imperium Podcast, et nous allons parler de nos influences. Alors, qu'est-ce que c'est? On va définir un petit peu ce que c'est nos influences. C'est-à-dire que c'est un élément de la culture populaire ou simplement quelque chose qui nous a fait rêver quand on était gamin ou pas, ou maintenant, ou récemment, ou sur un film, sur une série, sur un jeu vidéo, sur un bouquin, etc. Et qui nous a permis d'apporter des idées et de nourrir quelque chose dans le hobby, que ce soit en modélisme, que ce soit en règle, que ce soit en partie scénarisée ou ce genre de choses. Alors ce que je vous propose les gars, c'est que on commence à faire un tour de table et qu'on le définisse d'abord par un roman ou des animés. Alors je sais que peut-être certains d'entre vous vont me parler d'animés là. Je sens poindre un berserk qui arrive, qui arrive. Oula, attention. Ah non, mais peut-être, bon. Et je propose qu'on commence par Robin, si tu veux bien commencer. Alors, qu'est-ce que tu aurais à nous raconter, à nous faire découvrir, qui t'a servi au sein de ta vie de hobby sur Oui, un livre ou un alors animé? déjà, la vie de hobbyiste, comme on l'a déjà dit dans un précédent podcast, ça a commencé assez tôt. Donc en fait, il y a énormément d'influences qui, au fur et à mesure des années, se sont agrégées, dans la passion et qui ont fait, OK, émerger des idées, tu vois? Et en termes de livres, il y a un moment donné où j'ai lu toute une saga, qui s'appelle «L'épée de vérité» de Terry Goodkind et c'était, une série de livres qui était incroyable. Tant sur le côté, affrontement gigantesque avec des armées de 500 000 hommes, 1 million d'hommes Mais qui va être de la c'est quel univers? c'est 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 scientifique? c'est du médiéval Ah, c'est fantasy. du médiéval, d'accord. Ouais, c'est du médiéval fantasy, mais ça le côté grandiose et aussi le côté héroïque, du personnage principal qui est un gars très discret, humble, qui a en lui des ressources mais, pratiquement infinies, avec une magie surpuissante, des anciens artefacts, des trucs vraiment que tu retrouves dans l'univers même de Warhammer 40 000 avec, l'Ordre des Sœurs du Silence, les Psykers, les Custodes, les Primarques et tout ça. Il y a un petit peu un écho qui a résonné, dans toute cette série, de livres Ah ouais. et pour tout ça, moi, je me suis éclaté et vraiment Il le y a combien côté de en livres? plus culte. Oh, il y en a beaucoup, je crois il y en a 12. Enfin moi j'en ai lu, il me semble 12.
Mais c'est des gros bouquins, hein, c'est écrit en petit, c'est massif, c'est très, très long, mais c'est passionnant, quoi, c'est passionnant. Et le côté aussi, culte aussi d'un empereur, tu vois, où il dresse des grandes statues, enfin, contrôle de la pensée. Il y avait plein, plein de choses qui font que pour de l'univers de Warhammer 40 000, contrôle des masses, guerre à grande échelle avec des héros surpuissants, enfin, ça m'a fait rêver. Avec aussi un côté démoniaque, tu vois, parce qu'il y a un autre univers, ça faisait un peu penser au Warp. Ah oui, d'accord. Ouais, c'était vraiment top. Moi, j'ai vraiment surkiffé cette série de livres. Alors, Et redis le titre. L'épée de vérité de Les- Terry Goodkind. On mettra les liens en pas de cette vidéo. Ouais, ok, ouais, ça a l'air pas mal. Et est-ce que tu conseillerais à nos auditeurs ça a bien vieilli, ça, de s'y mettre maintenant, parce que t'as lu Ah ça ouais, quand non, t'étais je plus trouve. jeune, en fait. Ouais, j'ai eu ça quand j'étais plus jeune. Bon, après, quand j'avais plus de la vingtaine, quand même. Mais Ah oui, voilà, non, d'accord. c'est C'est pas à lire. C'est vraiment à lire. Je pense que c'est une saga majeure dans la medieval fantasy actuelle, quoi. Vraiment, c'est fou. Ouais. C'est totalement incroyable. Il y a Twilight et il y a ça, quoi. C'est d'un réalisme. Après, c'est très dur, hein. Il y a des scènes de combat qui sont. Enfin, c'est bien pire que ce qu'on peut voir dans Game of Thrones ou choses comme ça, hein. C'est vraiment dur, quoi. Mais Ah ouais. c'est grandiose. Ouais, super. Ok. Bon, bah voilà, ça sera une de tes influences. Et alors, qu'est-ce que ça a eu comme influence dans dans ta vidéo Et ben, pour moi, c'était le côté où quand je fais une armée, il faut que je fasse une armée de masse, tu vois, avec le culte des personnages, tu vois, d'augmenter D'accord. la personnalité à travers des règles spéciales qui font que, ok, tu as un caractère comme ça, tu as quelques pouvoirs, et ben comment est-ce que je vais le traduire en règles Ah ouais. et en compétences spéciales et tout ça. Ça a Ça a donné plein fondé. d'idées en termes de compétences que j'ai vu que dans ce livre, tu vois, Ça a sur fondé ta Tyrell. pensée de structure d'armée, quoi, quasiment. Hein. Ouais, avec beaucoup d'armes magiques qui donnent des habiletés vraiment uniques à leurs porteurs. Excellent. Ok. Et donc c'est pour ça que tu joues Tyrannide. Bref. Alors. Pour la masse, pour la masse. Ah, putain. Non, mais ok, très bien. Ok, alors Baptiste, qu'est-ce que tu voudrais nous partager en livre ou en animé? Alors, je vais pas faire très original, moi aussi, c'est du médiéval fantastique, c'est Eragon. Oh, Que j'ai Eragon! lu. Ah ouais, mais alors, Le film est j'ai incroyable! lu, Non, je déconne. Ah oui, le fameux film. Celui. Non. Celui. On t'écoute. Non, les livres. Donc j'avais lu ça au collège, donc ça remonte il y a une dizaine d'années. Là, pareil, hein, c'est toujours le côté. Les mecs Il y a vont un croire que t'as empereur, 15 ans, tu sais. Ouais, Mais- logique, ouais, 10 ans après le collège, maintenant j'ai 15 ans. Non, mais vas-y. Vas-y. Non, mais c'est un peu le même délire. Donc là, c'est un mec qui s'en va combattre l'empereur pour le buter, quoi. Bon, c'est moins stylé comment il meurt à la fin, mais D'accord. mais cette histoire de les mecs montent des armées de fous avec des héros un peu partout qui font des actions épiques. Ouais. Ça, c'est le truc qui fait totalement rêver, quoi. Derrière, t'as envie d'avoir des figurines de héros ultra badass qui vont commander des armées titanesques, quoi. Alors, c'est marrant parce que vous me parlez de médiéval fantastique et vous faites pas du tout du médiéval fantastique. Exactement. Et Ok. ouais, mais ça influe quand même, parce que Warhammer 40 000, c'est pas que du futuriste. Oui, Il y a énormément d'influence qui a Ouais. été pris C'est les Space Marines qui ailleurs, dans combattent la à l'épée, ouais. mythologie, dans Ouais, la c'est sûr. fantasy. Mais oui, bien sûr. Ouais. T'avais fini, Baptiste? Tu voulais nous dire autre chose? Ouais, il y a notamment un mec qui se bat avec un marteau. Littéralement un marteau. Est-ce qu'il s'appelle Ajax? Il s'appelle pas Ajax. Il s'appelle pas Ajax. Je sais même plus comment il s'appelle. Je crois que c'est le frère du héros, hein, une connerie comme ça. C'est ou son cousin, un mec de la famille. Et donc c'est un forgeron et le mec il se bat avec un Il y a marteau. des dragons, non? Dans Eragon, il y a des dragons, non? Et il y a des dragons, mais les dragons Osef, quoi. Il y a un mec qui se bat avec un marteau. Du coup, chaque fois que je mets un marteau sur une figurine, je suis là, putain, trop classe. C'est pour ça qu'il joue un père et le fils, tu sais. Il est bien Et marrant. oui. D'accord. Ok. Bon, bah alors du coup, ouais, c'est bon, t'avais fini.
Ouais, c'est bon pour ça, là, c'est bon. Donc, moi, je vais parler science-fiction, du coup, parce que je pratique la science-fiction depuis que je suis tout petit. Et en fait, moi, c'est l'inverse de vous. J'ai lu très peu de médiéval fantastique. J'ai lu les Harry Potter ou les trucs comme ça. Je ne le dis plus maintenant, je ne le dis plus. Et donc, je vais vous parler de La Guerre éternelle de Joe Haldeman, qui est mon livre de chevet. C'est un livre que j'ai lu, je pense, une bonne dizaine de fois. La première fois que je l'ai lu, j'étais au collège. C'était donc il y a 10 ans. Lol. Et donc ça parle. C'est un livre qui est assez cool à lire, qui se lit très très bien en 4-5 heures. Vous pouvez moi je le dévore à chaque fois que je le relis. C'est l'histoire du premier contact extraterrestre. Donc qu'on va appeler les Centauriens, puisque en fait on les a découverts sur Alpha du Centaure. Et en fait, on suit des Space Marines, littéralement, et ça s'appelle des Space Marines. Alors, c'est pas des Space Marines comme dans 40K, bien entendu, mais Ils ont juste le nom, quoi. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé, Rome, quoi. quand j'ai non, c'est pas des, c'est juste des Marines de l'espace, donc des Space Marines, voilà. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est littéralement, hein, voilà. Et donc ils font partie de la flotte expéditionnaire de la Terre pour défoncer du Centaurien. On va suivre, en fait, c'est la première fois que je lisais un roman comme ça, des batailles qui sont espacées de plusieurs centaines d'années, puisque en fait rien que le temps d'aller sur la planète, tu vois, il y a pas le warp. Ah oui, Rien que le temps d'aller sur la planète, en fait, les mecs sont en stase et quand ils arrivent, ça fait 500 ans et ouais, c'est bon, la bagarre, tu vois. et en fait, quand ils reviennent sur Terre, il y a 500 ans, tu vois, parce que et donc du coup, donc bon, je dis 500 ans, mais en fait, je crois qu'il y a 75 ans sur la première bataille, ce qui fait que quand le mec revient, en fait, sa mère elle a 150 ans et le héros. Elle est pas morte? Et elle est pas morte, non, parce que du coup, il y a des techniques qui augmentent la durée de vie. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'il y a tout un volet social aussi qui est développé. C'est-à-dire que quand le mec revient, par exemple, sa mère, elle est très malade, forcément, elle est vieille. Donc, il appelle le médecin et le médecin lui dit, elle est trop vieille, on la sauve pas parce qu'on a mis un âge limite. Et donc, tu vois, ça pose la question dans le futur, si on vit jusqu'à l'infini, est-ce qu'il n'y a pas un âge limite ? Enfin, tu vois, donc c'est ça qui est hyper intéressant, je trouve, dans les romans. Il y a le côté social, contrôle de la population, donc il y a l'éthique en fait. Il y a exactement, des grands thèmes qui sont abordés, quoi. Ouais. Et il y a des grands thèmes qui sont abordés. Alors bien sûr, quand j'avais la première fois que je l'ai lu, je crois que j'avais 10 ou 11 ans. J'ai pas du tout compris. Moi, il y avait juste la bagarre, tu vois. Donc la bagarre, c'est génial. Il y a notamment une arme des Centauriens. Donc les Centauriens, c'est des espèces d'humanoïdes à 3 bras. Qui se déplacent au sol, quoi, un peu pas en rampant, mais sur leurs 3 bras, quoi. Enfin, c'est un peu étrange comme ça, dit comme ça. oui. Bon, c'est des Xénos, quoi. Enfin, voilà, c'est des. Et en fait, ils ont des armes, c'est des bulles de savon. En fait, ils envoient des bulles de savon. C'est des bulles qui font 1 mètre de diamètre, en fait. Et c'est de l'antimatière. Ce qui fait que dès que ça effleure un mec, ça lui enlève totalement la matière. Et donc, en fait, la première fois qu'ils se font attaquer donc, par les Centauriens, ils voient les bulles arriver, ils se disent mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Tiens, c'est Belle Delphine, c'est quoi? C'est comment on fait? Et et en fait, voilà, le premier qui se prend la bulle de savon, lui, la moitié de la tête est instantanément coupée, disparaît totalement. Donc, tu vois, c'est des armes qui sont assez marrantes, entre guillemets, enfin marrantes. C'est des armes qui changent de l'ordinaire, quoi. Comment pourrait se battre un Xénos ou tu vois ce genre de choses. Donc ça c'est hyper intéressant. Et ça finit. Alors je me permets de spoiler la fin parce que le livre est très vieux. Je sais pas. Est-ce que je spoil la fin? Qu'est-ce que non, je vais pas spoiler la fin, mais pas, non, mais honnêtement la fin fait aussi réfléchir que le début sur la vacuité humaine, le manque de dialogue entre les peuples, et enfin voilà, ce genre de choses. En plus, c'est très actuel comme thème. Donc voilà, La Guerre éternelle de Joe Haldeman, je vous le conseille, excellent livre que vous allez dévorer. Ok, intéressant. Je n'ai jamais entendu parler jusque-là. Ouais, mais il est pas très connu. Je crois qu'à l'époque, il avait gagné des prix quand même, parce que c'est un livre qui date des années 70. De toute façon, la meilleure science-fiction qu'on ait,
date des années 70, même avant, hein, 50, 60, 70, avec les Philippe K. Dick, avec Ubik, avec Blade Runner, avec le cycle Fondation d'Asimov, etc., ce genre de choses. Moi, je lis beaucoup de science-fiction et assez peu de médiéval fantastique. Donc, c'est bien, on se complète, les gars. Oui, exactement. Alors, je vous propose, maintenant qu'on a fait notre partie livre, peut-être qu'on reviendra après dessus, je vous propose qu'on parle film-série. Un petit peu de... On saute animé comme ça. Ah non, mais alors, si... moi j'avais mis animé dans le même truc. Mais si tu veux qu'on parle d'animé, à la limite, on refera un passage sur un... On refera un passage sur sur les livres après. On va faire un... on va changer un petit peu le... Donc je vous propose qu'on passe un petit peu en film-série. Alors, Robin, du coup, est-ce que tu voudrais nous parler d'un film ou d'une série qui t'a marqué et qui t'a eu une influence Il y en a plusieurs. Ah, il y en a trop. Là, pour le coup, en Choisis-en termes un. de film, je pense que ça va être compliqué. On va dire, il y en a un, l'emblématique, on va dire, c'est Starship Troopers, mais Ah, voilà, là tu fais plaisir. Alien fait très bien l'affaire aussi, tu vois. Mais Starship Troopers, pour moi, ça parle. Et puis, je pense que ça parle à beaucoup, beaucoup de gens dans le hobby de Warhammer 40 000, parce que tout simplement que c'est charismatique, quoi. Tu vois, c'est le côté où l'homme en tant que faction unie et planétaire peut faire la guerre librement et avec tout son arsenal contre une faction étrangère, tu vois. Au lieu de faire la guerre contre soi-même, on exporte la guerre contre une autre faction et on peut librement laisser cours à notre sauvagerie, tu vois. Bon, pas de chance, on se fait rouler dessus, tu vois. Mais c'est intéressant le côté extraterrestre où les arachnides sont fondés, tu vois, ils ont vraiment un fonctionnement intelligent, tu vois. Ils sont contrôlés un petit peu comme des synapses tyrannides. Je pense qu'ils ont beaucoup pris influence là-dessus aussi. Donc voilà, moi je me suis retrouvé à regarder ce film et à faire un parallèle en tout cas avec Warhammer 40 000. Ça a fait un grand écho en tout cas. Voilà. Ouais. Alors, il faut aussi ajouter que le livre s'appelle Étoile garde à vous de Starship Troopers, qui est probablement un des plus grands romans de science-fiction de tous les temps. Que le film est adapté par Paul Verhoeven, qui est un des plus grands cinéastes de tous les temps. Donc voilà. Et que, en fait, à la base, il s'agit d'un pamphlet anti-société totalitaire, hein, le Étoile garde à vous. Et il y a beaucoup de gens qui ont regardé le film en pensant que c'était une série B de science-fiction, alors que quand même, il y a pas mal de... On voit l'endoctrinement des enfants à écraser des insectes, tu sais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je fais mon devoir, etc. Avec des trucs comme ça. Et... Ah ouais, c'est un monument. Hein, ouais, les enfants qui sont en train de porter les armes. Et même, du coup, on a un peu dans la stratégie Enders, on a aussi un peu le truc de... mais en fait, à la fin, est-ce que c'est pas les insectes qui sont les victimes enfin bon, voilà, il y a plein de... Ouais, et qui sont presque humains, tu vois, ils ont des sentiments, tu sens qu'ils éprouvent de la pitié, de la peur et tout ça, oui. Et Denise Richards, magnifique dans ce film, voilà. Alors, mon cher Baptiste, qu'est-ce que tu voudrais nous retranscrire en tant que... Vas-y. Un film de niche, pas très connu, ça s'appelle Star Wars. Je sais pas si vous voyez le truc. Jamais entendu parler, c'est connu? Ah, faut être initié, quoi. Alors, tu veux nous parler de Star Wars? Ouais, en fait, c'est le premier... de mémoire, c'est le premier, en fait, tout support confondu, truc de science-fiction auquel j'ai eu accès, du coup, c'est celui qui m'a le plus marqué, forcément. Ouais. Et du coup, là, tout de suite, l'Empire, c'est dingue, quoi. Bon, mis à part le fait qu'ils savent pas tirer, les Stormtroopers, le fait que les mecs sont ultra rigides, y a rien qui doit dépasser, c'est ultra carré, aucune pitié, c'est magnifique, quoi. Et puis bon, les crimes de guerre à base de destruction de planètes. T'avais déjà commencé le hobby avant de connaître Star Wars ou c'était d'abord t'as connu Star Wars? Non, j'ai d'abord connu Star Wars. Ah ouais. J'ai d'abord connu Star Wars et c'est vraiment le truc qui a fait que j'ai pris Warhammer 40 000 et pas Seigneur des Anneaux ou Battle, parce que là j'aurais vu le Seigneur des Anneaux
avant de commencer le hobby, je pense que j'aurais fait soit du battle, soit du Senten. Ah ouais, logique. Ouais. Et alors, est-ce que tu as regardé dans l'ordre, parce que donc toi, le 1, 2, 3 était déjà sorti en fait quand tu as commencé à t'y intéresser. Ouais. Alors, est-ce que tu as regardé dans Juste l'ordre après ma naissance, donc bon. Ouais. Est-ce que tu as regardé dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou est-ce que tu as quand même fait le 4, 5, 6 et ensuite 1, 2, 3? Et ben du coup, j'ai fait 4, 5, 6, 1, 2, 3. C'est mon père qui me les a fait regarder. Du coup, il a fait. Ah, c'est bien ça, bravo. Quelqu'un de goût. J'étais le gamin con, j'étais. Et pourquoi on va commencer par le 4? Et ça veut dire, on va pas commencer par le 4. Il était à me dire, oui, mais c'est le premier qui est sorti. J'étais, mais c'est trop bête, pourquoi ils ont sorti le 4 en premier? Alors, le vrai sens des films, je sais pas si vous êtes au courant, c'est le 4, 5. Ouais, 1, 2, 3, 6. Voilà. Parce qu'en fait, à la fin du 5, on a Luke, je suis ton père. Et là, boum, gros coup de dans la gueule. Oh putain, non. Et hop, tu repars sur le 1, 2, 3. Ça t'explique qui est Anakin Skywalker. Et ensuite, tu termines par le 6. Et bien sûr, on regarde surtout pas le 7, 8, 9 qui n'existe pas. Bah non. Tout ceci Pourquoi tu n'a parles jamais de 7, 8, existé. 9? Non, c'est vrai que c'est assez triste comment ça a évolué malheureusement avec Disney. Le 7, 8, 9, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est raté un peu. Hein. D'une certaine manière, ils ont réussi à se planter. Ouais, c'est fou, c'est fou. Bah, en tout cas, si on applique les principes qu'il y a eu dans le 7, 8, 9, il n'y a pas de 1, 2, 3 ni de 4, 5, 6, hein, puisqu'ils auraient Ouais. très bien pu l'arrêter dès le début. Quoi. Enfin, bon. Ouais, non, et puis même, t'as tout le côté Disney qui remplace en fait les trois mâles blancs par la nana, c'est vraiment, et qui font un copier-coller du 4 en 7, en moins bien, avec, il n'y a pas de combat de sable laser, c'est ubuesque, les réalisateurs peuvent pas se blairer, donc du coup ils détruisent les films de l'autre dans le, oh là là, c'est... Faudrait qu'on fasse une fois un podcast sur critique de Star Wars. Critique de Star Wars. Parce que là, on va passer du temps. Là. Voilà. On va être bon. Il y a des choses à dire, Ok. T'avais fini, Baptiste, ou tu voulais dire autre chose? Non, moi je suis bon. Tu peux nous sortir une pépite là. Alors moi, non, je vais parler d'un film récent. Vous avez parlé de films assez vieux. Donc je vais parler d'un film récent et je vais parler de Dune, du dernier Dune, qui est sorti l'année dernière, réalisé par Denis Villeneuve, que je considère personnellement comme une œuvre majeure. C'est assez rare, je pense, les œuvres de cette qualité-là. Encore plus rare de nos jours avec toute cette soupe qu'on a à la Marvel depuis maintenant plus de 10 ans, hein, quand même. Il faut se rappeler qu'Iron Man 1, c'est 2008, et il faut quand même se dire que on a 42 films Iron Man, puisque c'est des copier-coller, hein, les Marvel. En schéma narratif, c'est très pauvre, il n'y a pas d'enjeu, il se passe pas grand-chose. Quand il se passe quelque chose, voilà, ça s'annule. Et donc voilà, moi, Dune, ça m'a vraiment scotché, littéralement, à mon siège. C'est un vrai blockbuster contemplatif, c'est-à-dire qu'il prend son temps, et ça, j'apprécie. C'est exactement ça qui est appréciable. Ouais, Prends le temps. c'est peut-être la musique. Ouais. C'est peut-être aussi parce que on vieillit un peu et que le surcadençage à la Michael Bay a introduit, c'est un peu, ça commence un peu à me fatiguer les yeux. Et là, ce côté contemplatif, ce côté on pose, on a des personnages secondaires qui sont intéressants, on a une ambiance. Enfin, je veux dire, la scène des Sardaukar sur leur planète où il pleut, où ils font les sacrifices humains, elle est absolument dantesque. Enfin, je veux dire, Ouais. c'est déjà un film que j'ai regardé 4 fois, hein, en moins d'un an pratiquement. En un peu plus d'un an, j'ai regardé 4 fois, donc tous les 3 mois, je me le fais. C'est pour vous dire. C'est le rituel. Ouais, peut-être ça commence. C'est en train de devenir un de mes films cultes. Les jeux d'acteurs est vraiment très très bon, même si bon, Paul Atreides est peut-être un petit peu fluet, mais bon, on espère qu'il va prendre un peu de muscle pour la Il est suite. tout jeune, là, c'est normal. Et les scènes sont vraiment spectaculaires. Non, franchement, pour moi, c'est un sans faute. On sent que le Denis Villeneuve a pris plaisir à faire ce film. C'était un de ses souhaits d'enfance, quoi, ses rêves d'enfance. Hein, il le dit lui-même. Ce que je trouve bien dans ce film, c'est que alors c'est un film quand même très actuel, donc au terme d'effets spéciaux, il profite des dernières avancées technologiques dans le milieu. Mais quand on parle d'influence, ce qu'on est en train de faire, c'est
en quoi est-ce que ce film a donné des billes pour notre passion, et ben là, dans ce film Dune, t'as l'impression d'être dans l'univers de Warhammer 40 000, mais directement, quoi. L'assaut du spatioport, Ah bah les littéralement. Sardaukar, comme tu as dit, mais c'est incroyable. Tu te fais un transfert dans l'univers de Warhammer 40 000, mais c'est immédiat, quoi. T'as rien à changer, c'est fou. Oui, et puis alors en fait, il faut quand même savoir que l'univers de 40K s'inspire énormément de Dune sans le dire. D'ailleurs, soit dit en passant, Game Workshops qui fait un petit peu des simagrées là avec leur propriété intellectuelle. Bon, quand on lit Dune, les gars, ça reste quand même un petit peu du 40K parce que et Dune est bien antérieur à 40K. En termes de relation entre 40K et Dune, on a par exemple le fait que il est interdit de créer des ordinateurs pensants ou ayant forme humaine. Parce que en fait, il y a déjà eu une guerre entre des robots, genre Avec de l'IA, Terminator, quoi. et avec l'IA, donc il est interdit de faire de l'IA, donc c'est pour ça qu'ils ont les mantras. Il y a des légions, des maisons, hein, légions / maisons, qui s'affrontent pour un empereur, hein, donc bon, chaque maison, légion, est très différente les unes des autres. Donc les Harkonnen sont vraiment dans le steampunk à la Giger un peu. Les Sardaukar ressemblent un peu à des légions pénitentiaires qui sont considérées comme les chiens de l'empereur, donc un peu Space Wolf, hein, vous avez voyez. Les Atreides, sont un petit peu la haute aristocratie anglaise, écossaise même, puisque enfin voilà, on a pas mal de trucs qui se recoupent. Ils traversent l'espace-temps à travers à travers des espèces de portails qui sont guidés par des navigateurs en transe grâce à l'épice. Donc c'est pas loin, mais bon. Donc il y a énormément de choses entre les deux univers, et surtout en plus ils se tirent pas dessus parce qu'ils ont des trucs ils ont des boucliers trop puissants pour se taper dessus, et donc du coup ils se tapent à l'épée. C'est du Space Marine, quoi. Exactement. C'est du Space Marine. Et alors pour en revenir à notre hobby, quand même, on a été tellement subjugué dans la team par Dune que on en a créé une armée complète. Qu'elle est en train de s'agrandir, hein, soit dit en passant, pour la saison 2 de Tamar, qu'on a fait un verre, du Mechanicus certes, mais ça reste un verre à la Dune, et qu'on a fait une table de jeu Arakin. Donc là, on est vraiment dans l'influence pure, quoi. Ouais, c'est clair. On fait toute une table. Ok, peut-être que on a fait le deuxième tour de table, peut-être que maintenant on peut passer à une section autre. Donc là, si vous voulez parler je sais pas, de chaînes YouTube, de jeux de rôle, etc. Voilà, c'est le moment. Alors Robin, je crois que tu voulais nous parler d'un truc. Alors moi, pour créer un système de jeu Warhammer 40 000 narratif, le jeu tel qu'il existait au moment où j'ai créé mon système de jeu, donc c'était en V6, il était très difficilement adaptable. Donc en fait, j'ai refait tout un système de jeu, et pour ça, je me suis influencé de jeux de rôle qui était le jeu de rôle de la campagne impériale, le jeu de rôle Warhammer, avec des 100. Et là, en termes de création de personnages et de règles, on va dire, même sur un champ de bataille, même avec nos unités de Warhammer 40 000, ça s'y prête tout à fait. Ça, plus après, je me suis aussi, je l'ai mélangé un petit peu avec du jeu vidéo, comme pour recruter des unités, construire des casernes, tout ça. Je suis un peu inspiré de tout le fonctionnement des Heroes of Might and Magic, donc les 3 et 4. Ah ouais, putain, Heroes. Ouais, d'accord. Ouais, en termes de recrutement juste d'unités, de compétences, pour avoir des revenus sur chaque planète. Et donc, il manquait un aspect, c'était le côté conquête planétaire, système solaire, ressources spatiales, forteresse spatiale. Et donc là, je m'étais un peu inspiré d'O-Game, parce que j'ai beaucoup joué au game. Ah putain, O-Game. Et Oh donc, là avec là. en fait, j'ai fait un système de jeu avec ces 3 influences. Le jeu de rôle,
pour le côté personnage, le Heroes pour le côté armée et recrutement et gestion des ressources, et le côté O-Game pour le côté spatial, en fait. Donc, et avec ça, j'ai fait un système de jeu. Tu fais une campagne narrative, c'est incroyable, quoi. C'était vraiment super, quoi. Ah ouais, Donc, d'accord. voilà. Ça, c'était mes 3 grosses influences, on va dire. Ok, excellent. Bon, c'est vraiment autre. Là, c'est vraiment autre. Ok, Baptiste, tu veux nous parler d'un autre truc? Ouais, j'ai 2 trucs. Le premier, c'est quand j'étais petit, je jouais à Warcraft 3. Ouais, à Et 3. ouais. Et du coup, dedans, j'avais surkiffé toute la partie avec la déchéance d'Arthas. Ouais, bah bien sûr. Ouais. Qui passe en fait vous saviez au chaos, quoi. Oui, bah littéralement. Du coup, quand il m'a fallu choisir une armée à Warhammer 40 000, c'était il y a les mecs là qui sont déchus et qui vouent leur âme au chaos, c'est marrant ça. Et c'est pour ça que tu fais du Space Marine du chaos. Ah ouais, puis le Abaddon, c'est littéralement la même chose, quoi. Ils trouvent l'épée maudite et ils sont on partit à cause de ça, c'est... Ouais. Ah, donc tu t'es retrouvé parce que t'avais joué à Warcraft 3, ça t'a fait choisir ton armée, quoi. Ah ouais, Warcraft 2, c'était un des jeux que, avec mon frère, on spammait à mort le jeu, donc quand tu passais à Warhammer 40 000, c'était le parallèle incomparable, quoi. Et ouais, c'est clair. Warcraft 3. L'Arthas, je me souviens encore de la cinématique d'Arthas quand il rentre dans la future capitale des morts-vivants, là. Pour rencontrer son père, et en fait il le tue. Oui, avec je vois de celle dont tu parles. Ouais. Ah ouais, c'est à l'époque Blizzard faisait des cinématiques qui étaient incroyables. C'est vraiment c'était l'époque où chaque jeu Blizzard, faut imaginer, enfin, oh là là, t'as vu toutes les cinématiques de StarCraft 2? Ouais. Elles sont dingues, elles sont complètement dingues, ces cinématiques. Ah ouais, ça commençait à... Bah, c'est dommage que Blizzard maintenant soit quand même un peu sur le déclin, hein, on va pas se mentir, hein, c'est sur le... Ça va pas bien, ça va pas bien. Ils ont une dernière chance, quoi. Ah bah là, c'est Diablo 4. Hein. Moi, c'est simple, c'est Diablo 4. Ça marche pas. Je désinstalle... Non, je sais pas ce que je fais, mais... c'est bizarre. Mais si ça marche pas, voilà. Je le désinstalle. Ouais, ok. Alors moi, je vais parler d'un blog... parce que à une époque, tout le monde allait sur des blogs. et d'ailleurs, il y a encore des blogs qui sont très très bien, je vous conseille. Et notamment un blog en particulier, qui est le blog de Rob Hawking. Alors Rob Hawking, c'était le monsieur décor des Golden Demons, des Games Day, du début des années 2000. Il a été à l'origine de pas mal de gros... Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y avait un Games Day par an, il y avait un diorama géant, en fait. Alors, il y a eu pas mal de dioramas géants, notamment... on les voyait dans les White Dwarfs. On les voyait dans les White Dwarfs, exactement. Il y avait un diorama géant incroyable. C'était un drop pod du chaos, sauf que le drop pod faisait genre 1m20 de haut. Et donc, il y avait 4 faces au drop pod. Chaque face, c'était un dieu du chaos. Différent. Ah, j'ai vu ça. En fait, et sortait du drop pod, genre des Warhounds, enfin des trucs. Des légions démoniaques entières, quoi, de chaque phase du drop pod, ouais. Exactement, bah ça voilà. Et il a fait aussi la campagne donc où Archaon apparaît, et avec Valten, je sais pas si ça vous parle, c'était je crois en V6 Battle, et c'était donc la campagne Middenheim, si je dis pas de bêtises. Quelque chose comme ça. Et il avait fait toute une forteresse, qui est visible sur son blog, d'ailleurs. Toute une forteresse incroyable avec des tours de siège. Et chaque tour de siège, il y en avait 4, était dédié à un dieu du chaos. Donc la tour de siège de Norgul, elle était dégueulasse. Et puis on voyait des flux de graisse ou des trucs dégueulasses derrière elle, tu vois. Celle de Khorne, il y avait plein de pics. Enfin, bref. Et comme moi, j'aime beaucoup les décors, j'étais estomaqué à chaque fois que je voyais ce qu'il faisait, et c'est actuellement le monsieur décor de Marvel Crisis Protocol. C'est-à-dire que
excusez-moi. Donc là, il a fait le pont de Brooklyn à l'échelle Marvel Crisis Protocol, intégralement refait. Et en fait, c'est une table de jeu, quoi. Et donc, tu peux jouer Spider-Man, Hulk et tout sur le pont de Brooklyn avec les voitures, les machins et tout. Il a fait aussi une table métro pour Marvel Crisis. Pareil, un truc de dingue. Et il fait aussi des tables Star Wars Légion. Ouais, je suis en train de les regarder, c'est incroyable. Ouais. Et donc, il est fort, hein. Ouais, Star Wars Légion, donc il a fait la table Mustafar, il a fait les tables Tatooine, etc. Enfin, allez voir son blog, Rob Hawkin, c'est juste extraordinaire, vous en prenez plein les yeux. Il a fait une table Wild West Exodus, où en fait c'est une table forêt de pin, et toute la forêt de pin s'enlève, et vous avez une mine de charbon sous la forêt de pin. Donc vous pouvez jouer à la fois sur la forêt de pin, à la fois dans la mine à l'intérieur. Il a mis des LED avec des cristaux qui s'éclairent dans la mine. Enfin, c'est fou. Tout est dingue, ça vous donne des idées de fou. Vous avez envie de faire des tables dans tous les sens quand vous allez sur son blog. Donc voilà, c'est un truc que j'aime beaucoup. Bref. Ok, on a fait un premier tour. Est-ce que vous avez d'autres choses en influence, et on peut faire un deuxième tour. Moi j'en ai une. Oh, attention, Baptiste en est. Alors là, on n'est pas obligé de. On va faire chacun son tour. On n'est pas obligé de catégoriser le truc. Vas-y, Baptiste, parle-nous de. Moi je vais lancer un vieil animé, c'est Albator. Albator. Oh punaise, d'accord. Pour les pirates, pourquoi? Non, c'est surtout que dedans, il y a littéralement les Eldar, quoi. Je sais plus comment ça s'appelle exactement la race, mais qui revient tout le temps, mais c'est littéralement les Eldar. Et ah ouais. Quand je regardais Albator étant petit, je l'ai trouvé particulièrement nul. Du coup, quand j'ai vu les Eldar, j'ai fait putain, c'est les mecs dans Albator qui sont nuls à chier. C'est cool, faut vraiment pas avoir de goût pour faire cette armée. Et puis c'est resté. Voilà, une petite pensée à Nicolas. Ok. Voilà, et donc c'est pour ça que tu fais pas d'Eldar? Non, j'en ferai sûrement jamais. Ok, bon, eh ben très bien. Ok, Robin, est-ce que tu veux parler d'une autre influence? Moi j'avais juste une dernière, on va dire, influence. Ça, je pense que c'est commun, et c'est pour ça que c'est quand même assez populaire, l'univers de Warhammer 40 000 et du Wargame en général. C'est le côté mythologique, tu vois, avec les héros grecs. Parce que, par exemple, la bataille de Troie, où tu as des hautes fortifications, des immenses armées, des héros aussi légendaires, demi-dieux. Le côté aussi aux dieux qui influence la bataille avec les malédictions, tout ça. Voilà, donc ça me parle à travers aussi le hobby, parce qu'il y a des héros légendaires, il y a des grandes armées, Ouais. il y a une influence divine qui est là. En plus, les héros de la mythologie grecque étaient représentés comme faisant à peu près 2 ou 3 fois la taille d'un homme, et on dirait du coup un primarque. Ouais, exactement. Exactement. Ouais, c'est clair, hein, c'est clair. Donc voilà, je pense que ça, c'est ce qui fait aussi que il y a un univers, un inconscient collectif, tu vois, un univers commun à tout le monde. C'est pour ça qui fait que le hobby est vraiment si populaire. C'est qu'on a tous grandi et baigné un petit peu dans ces histoires héroïques aussi, dans notre enfance, tout ça. Donc, en tout cas, voilà, je pense que c'est une influence que beaucoup de monde partage, et en tout cas, moi, qui m'a travaillé pour être la passion du La hobby. passion, Voilà. Ouais, c'est vrai. La passion. Alors moi, en dernière chose, avant qu'on clôture un petit peu ce podcast, j'aimerais parler d'une chaîne YouTube qui, alors je crois que je suis son plus. Est-ce que c'est celle dont tu parles tout le temps quand Ouais. tu es à tes élèves, c'est ça? Ah ouais. Je suis son sais de ce dont tu vas parler. Je suis son publicitaire numéro 1 à ce viking espagnol. C'est la chaîne de Scenary Planet, qui est pour moi la meilleure chaîne YouTube hobby du monde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un ancien maquettiste de cinéma qui fait des tables pour des particuliers
et qu'il les pour Blood Bowl, Warhammer, etc. Et qu'il les présente dans des vidéos qui sont totalement folles, qui sont les meilleures vidéos de tous les temps. Et Mais... comme vous le savez, c'est hyper spécifique. Hein. C'est présentation de table, hein, donc. Oui. J'exagère à peine. Non mais c'est de la présentation de table, mais attention. Là, c'est de la présentation de table de luxe avec un gars qui fait tout à la main. Qui design non seulement les plateaux, le meuble pour les ranger, mais qui en plus va designer en fait toute une série de décors. Donc par exemple, il fait une table dans la jungle avec un laboratoire abandonné. Il va vous designer le set d'une dizaine d'arbres que vous pouvez mettre sur la table. Il va vous designer une dizaine de bâtiments qui va mettre sur la table et qui vont pouvoir se clipser les uns aux autres pour faire des plus gros bâtiments. Il va vous designer le set de barricades pour pouvoir avoir des couverts, le set de caisses, le set de pipeline, les pipelines. C'est incroyable. Vraiment, le mec est un génie du décor. Je sais à quel point c'est difficile de faire une table, de la planifier, de faire tous les trucs qui rentrent les uns dans les autres, etc. Et lui, il fait tout à la main. La peinture est super, le design est super. Vous en prenez plein les yeux, vous avez envie de vous faire des décors tout de suite derrière. Mention spéciale à sa table taux. Donc il a fait une table taux dans les marécages qui est folle. Il a fait des tables jungle en plus. Dieu sait. Il a fait une table comptée. Il a refait toute la zone d'habitation des hobbits avec les lumières et tout. Non mais c'est hallucinant. Non, il a pas fait ça. Non. C'est pas lui. C'est pas lui. Non, c'est pas lui. Non, il a fait Erebor. Il a fait Erebor, la porte d'Erebor. Et ensuite, il a fait le village adjacent et les grandes forêts. Non, mais c'est le Hobbit, c'est pas ça. Ah ouais, mais il fait des trucs. Il a fait Gotham. Il a fait la ville de Gotham pour le jeu. Je crois que pour Zombicide en plus. Je crois qu'on lui a demandé ça pour Zombicide. Et donc du coup, il a dit je veux une table Zombicide Gotham, tu vois, de Batman. Et c'est incroyable. Donc voilà, Scénarii Planète, comme Scénarii Planète, voilà, P-L-A-N-E-T quoi. Et on mettra le lien de la vidéo de sa chaîne en dessous. Et franchement, je crois qu'il a très peu de vues. Je crois qu'il a 6000 abonnés, un truc comme ça. Oui, il est pas très connu. Mais non, mais ce mec devrait être à 100 000 ou 150 000 abonnés, quoi. Enfin, c'est incroyable. Non, mais la table taux, elle est complètement dingue. Ah ouais, non, mais tout est fou. Il a fait une table où c'est un lit de rivière asséché avec un pont. Vous voyez et en fait, le pont, on peut le mettre et on peut l'enlever et mettre un pont cassé. Et du coup, il a fait tout le set de ponts cassés et tout. C'est-à-dire qu'on a, on a même la possibilité de faire évoluer la table au fil de la partie. Mais enfin, nous, c'est honnêtement, à Salaise, 99% de ce qu'on fait en décor, il y a une base Scénarii Planète parce que je regarde toutes ces vidéos, j'analyse tout ce qu'il fait, je regarde rien que les bases de toutes nos tables, c'est les bases de Scénarii Planète, quoi. Hein. Donc voilà. Ouais, super intéressant ça. Est-ce que vous aviez autre chose à dire en influence? Est-ce que vous voulez dire un petit mot pour la fin Non, moi je pense que de mon côté j'ai un peu fait le tour. Après, il y a des trucs trop évidents, genre les jeux comme les Dawn of War, les trucs comme ça, je pense que c'est pas la peine d'en parler. Mais ouais, sinon, c'est sûr. ouais. Et Baptiste? Non, moi, je suis à bout. Eh bien, moi j'ajouterais que je pense que la pluralité d'influence fait que ça va augmenter la qualité de vos armées et de vos idées, et qu'il faut vraiment pas avoir peur. Il faut vraiment pas avoir peur d'aller piocher dans du médiéval fantastique, dans des gammes de figurines alternatives, dans même un héros que vous aimez bien, dans une série, le retransmettre. Vous voyez, par exemple, je sais pas, faire un colonel O'Neill dans une légion de Stargate, dans une légion de Space Marine, etc. Et en fait, c'est ça qui donne du cachet à l'armée. C'est ça qui donne une certaine un truc vivant.
et qui caractérise votre armée. Donc voilà, je pense que ça, il faut en faire plus. Et malheureusement, avec les figurines de Games en ce moment, on a un peu de mal parce que c'est de plus en plus difficile de convertir, je trouve, les figurines de Game Workshops. Hein, je sais pas si vous êtes d'accord. Monopose, il y a de plus de Exactement. monopose. Ouais, puis t'as tellement de détails que c'est difficile de remplacer genre une tête, un bras ou quoi. Ouais. Si tu manies pas un peu la green stuff et de faire un peu de sculpture pour ajouter vraiment faire ta touche personnelle, je trouve que ouais, c'est de plus en plus difficile. Ouais. Je suis assez d'accord. Donc voilà, mais à l'impossible nul n'est tenu, et c'est quand même possible de faire 2-3 trucs, surtout en Space Marine, on a quand même des bits qui sont là, qui sont pas mal, donc voilà. Et ben écoutez messieurs, en espérant que ce 6e podcast, Imperium Podcast, vous a plu, on vous donne rendez-vous pour le prochain, et on vous dit au prochain Medal of Color. Salut! À plus! Salut à tous!